Je vais vous parler du moment où j'ai réalisé que mes parents m'avaient systématiquement menti sur l'argent, l'équité et l'amour pendant toute ma vie d'adulte. Je m'appelle Sarah, j'ai 28 ans et je pensais être la fille responsable qui avait appris à être indépendante pendant que ma petite sœur Jessica avait besoin de plus d'aide. Je me trompais sur tout. Le jour où j'ai découvert que mes parents avaient secrètement donné à Jessica 75 000 $ d'apport pour la maison de ses rêves, tout en me disant depuis 3 ans qu'ils ne pouvaient pas m'aider avec mes prêts étudiants, c'est le jour où toute ma compréhension de ma famille s'est écroulée. Mais ce qui s'est passé ensuite a révélé un schéma de favoritisme si profond et calculé que cela a changé à jamais ma vision de la famille. Si vous avez déjà eu l'impression d'être le bouc émissaire de la famille, que vos réussites n'ont pas d'importance, ou qu'on vous dit constamment que vous êtes trop sensible quand vous dénoncez un traitement injuste, cette histoire est pour vous. Restez avec moi, s'il vous plaît, parce qu'à la fin, vous comprendrez pourquoi fixer des limites n'est pas cruel, c'est une question de survie. Laissez-moi vous ramener à la façon dont tout a commencé. En grandissant, j'étais la fille aînée qui respectait les règles. Jessica avait 3 ans de moins, était charmante, et ce que tout le monde appelait un esprit libre. Mes parents, Linda et Robert, ont toujours fait comprendre que j'étais mature pour mon âge, responsable, celle qui pouvait gérer les choses. Jessica était créative, avait besoin de plus de soutien, nécessitait des conseils bienveillants. J'ai complètement intériorisé cela. Je suis devenue la fille qui ne demandait jamais d'aide parce que je croyais être censée être assez forte pour tout gérer seule. Quand j'ai eu mon diplôme de fin d'études secondaires avec une moyenne de 4,2 et que j'ai été acceptée dans une bonne université publique, mes parents ont célébré mais ont immédiatement commencé à parler des réalités financières. Ils m'ont fait asseoir et m'ont expliqué que même s'ils étaient fiers de moi, j'allais devoir me débrouiller pour financer mes études en grande partie seule. Ils avaient quelques économies, mais pas assez pour Jessica et moi, et Jessica allait avoir besoin de plus d'aide parce qu'elle n'était pas aussi concentrée sur ses études. J'ai compris. J'ai contracté des prêts étudiants, j'ai travaillé à temps partiel et j'ai obtenu mon diplôme avec 45 000 $ de dette et un diplôme en comptabilité. Jessica, pendant ce temps, est allée dans une école d'art privée qui coûtait presque 2 fois plus cher que mon université publique. Quand j'ai demandé à mes parents comment ils géraient cette dépense, ils m'ont dit qu'ils avaient trouvé des bourses et que Jessica avait obtenu une aide financière. Je les ai crus parce que je voulais les croire. Je travaillais 50 heures par semaine à mon premier emploi de comptable, je vivais dans un studio et je payais 600 $ par mois pour mes prêts pendant que Jessica étudiait à l'étranger en Italie pour un semestre. Après l'université, je suis retournée dans notre ville natale et j'ai loué un petit appartement. Je me concentrais sur le développement de ma carrière et le remboursement de mes dettes. Jessica est rentrée à la maison après l'obtention de son diplôme et a vécu chez nos parents pendant 2 ans, le temps de se trouver dans sa carrière artistique. Pendant les dîners de famille, nos parents parlaient constamment de leurs inquiétudes concernant Jessica qui cherchait sa voie, de la difficulté du domaine créatif, du fait qu'elle avait besoin de soutien pendant cette période de transition. Pendant ce temps, je faisais des heures supplémentaires pour rembourser mes prêts plus rapidement. Quand je mentionnais que j'espérais acheter une maison un jour, mes parents hochèrent la tête avec bienveillance, mais ramenaient toujours la conversation aux difficultés de Jessica. Ils n'ont jamais proposé de m'aider avec mes prêts, n'ont jamais suggéré que je revienne à la maison pour économiser de l'argent, n'ont jamais reconnu que moi aussi j'avais des difficultés financières. J'avais tellement intériorisé leur discours que je n'ai même pas pensé à demander de l'aide. Le schéma est devenu plus clair quand j'ai commencé à sortir avec Marc. C'était un homme bien, stable, et nous parlions de mariage. Quand j'en ai parlé à mes parents, ils semblaient contents mais pas particulièrement enthousiastes. Quand Jessica a commencé à sortir avec Tyler, un musicien qui faisait des petits boulots et n'avait pas de carrière bien définie, nos parents étaient constamment impliqués, donnaient des conseils, l'invitaient aux événements familiaux et parlaient de combien c'était merveilleux que Jessica ait trouvé quelqu'un qui comprenait son esprit créatif. Il y a 2 ans, Marc et moi nous sommes fiancés. J'étais excitée de partager la nouvelle et mes parents semblaient heureux, mais leur réaction était remarquablement modérée. Ils ont demandé notre calendrier, nos projets, puis ma mère a dit quelque chose qui aurait dû être un signal d'alarme. Elle a mentionné que les mariages coûtaient cher et que j'avais toujours été si douée pour gérer l'argent et planifier les choses moi-même. Elle a dit qu'elle était confiante que je trouverais comment le rendre beau et significatif dans mon budget. Jessica, qui sortait avec Tyler depuis seulement 8 mois à ce moment-là, a annoncé ses fiançailles 3 mois après les miennes. La réaction a été complètement différente.
Mes parents étaient aux anges, ont immédiatement commencé à parler d'organisation de mariage, et ma mère a mentionné qu'ils avaient économisé pour ce jour et voulaient s'assurer que Jessica ait le mariage de ses rêves. Ils ont proposé de contribuer à hauteur de 25 000 $ pour le mariage de Jessica. Quand j'ai demandé en privé s'ils pourraient peut-être m'aider pour mon mariage aussi, ma mère a eu l'air surprise et a dit qu'ils avaient supposé que je voudrais tout faire moi-même puisque j'étais si indépendante et capable. Elle a dit que l'argent qu'ils donnaient à Jessica, c'était parce que Tyler ne pouvait pas contribuer beaucoup financièrement et que Jessica n'avait jamais été douée pour gérer l'argent comme moi. Je me suis sentie coupable de seulement poser la question et je leur ai dit que je comprenais. J'ai organisé mon mariage pour 8 000 $, payé en grande partie avec mes économies et un peu d'aide de la famille de Mark. C'était petit, simple et magnifique. Le mariage de Jessica 6 mois plus tard a coûté 45 000 $, mes parents couvrant la majorité des frais. La liste d'invités était 3 fois plus importante que la mienne. Le lieu était dans un country club et tout était somptueux. Pendant la réception, plusieurs membres de la famille ont fait remarquer à quel point Jessica avait de la chance d'avoir des parents si généreux et comme tout était beau. J'ai souri et les félicité, mais quelque chose en moi commençait à se fissurer. Le traitement différentiel devenait impossible à ignorer, mais je croyais encore à leur version selon laquelle j'étais celle qui était forte et qui n'avait pas besoin d'aide, et Jessica était celle qui était vulnérable et en avait besoin. Le point de rupture est arrivé le mois dernier. Mark et moi étions mariés depuis 1 an et avions économisé 35 000 $ pour un acompte sur une maison. Nous regardions des maisons d'entrée de gamme dans les 180 000 $, essayant de trouver quelque chose que nous pouvions nous permettre. Pendant un dîner de famille, Jessica a mentionné négligemment qu'elle et Tyler regardaient aussi des maisons, mais que tout semblait si cher et accablant. Mes parents ont immédiatement sauté avec des paroles rassurantes et de soutien. Mon père a dit qu'ils aideraient comme ils le pouvaient, et ma mère a commencé à parler de l'importance pour les jeunes couples d'avoir une base stable. J'ai supposé qu'ils parlaient de soutien émotionnel et d'encouragement, le même genre de soutien qu'ils avaient donné à Mark et moi. Puis Jessica a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle a mentionné qu'elle avait regardé une maison qu'elle adorait, mais l'acompte était de 75 000 $, ce qui semblait impossible. Mon père a immédiatement dit que ce ne serait pas un problème, qu'ils avaient planifié pour cela et pouvaient aider avec l'acompte. Ma mère a hoché la tête et a dit qu'il voulait s'assurer que Jessica et Tyler obtiennent la maison qu'ils voulaient vraiment, pas juste quelque chose qu'ils pouvaient se permettre. Je suis restée assise là dans un silence stupéfait. Mes parents avaient 75 000 $ disponibles pour un acompte de maison. J'avais lutté avec des prêts étudiants, planifié un mariage avec un budget serré et rassemblé péniblement des économies pour un acompte modeste, et ils avaient 75 000 $ disponibles pour Jessica. J'ai essayé de traiter cela calmement. Peut-être qu'ils avaient reçu de l'argent récemment. Peut-être que c'était un développement nouveau. Alors j'ai demandé, aussi négligemment que possible, d'où venait cet argent. Ma mère avait l'air mal à l'aise et a dit qu'ils économisaient depuis longtemps, que c'était important pour eux d'aider leurs enfants quand ils le pouvaient. C'est là que j'ai fait le rapprochement qui a tout changé. J'ai demandé directement s'ils pourraient peut-être aider Mark et moi aussi avec un acompte, même un montant plus petit. Le silence était assourdissant. Mon père s'est éclairci la gorge et a dit qu'ils avaient prévu cela spécifiquement pour Jessica, qu'ils savaient que Tyler ne pouvait pas contribuer beaucoup financièrement et que Jessica n'avait jamais été aussi douée avec l'argent que moi. J'ai insisté davantage. J'ai demandé quand ils avaient commencé à économiser cet argent, depuis combien de temps ils planifiaient cela. Ma mère est devenue sur la défensive et a dit qu'ils avaient mis de l'argent de côté pour leurs 2 filles, mais que j'avais toujours été si indépendante et capable qu'ils avaient supposé que je voudrais gérer les choses moi-même. Elle a dit qu'ils essayaient juste d'aider là où l'aide était le plus nécessaire. Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi et n'arrivais pas à dormir. Quelque chose ne collait pas. S'ils avaient économisé pour leurs 2 filles, pourquoi n'avaient-ils jamais mentionné cet argent quand je galérais avec mes prêts étudiants? Pourquoi n'avait-il jamais proposé d'aider avec les frais de mon mariage? Pourquoi n'avait-il jamais suggéré que je revienne vivre à la maison pour économiser de l'argent comme Jessica l'avait fait? J'ai commencé à faire des calculs. L'école d'art privée de Jessica avait coûté environ 160 000 $ sur 4 ans. Mon université publique avait coûté 60 000 $. Si mes parents nous avaient vraiment traités de façon égale, il aurait dû y avoir 100 000 $ d'économies disponibles pour mes dépenses. Au lieu de cela, j'avais contracté des dettes pendant que Jessica avait obtenu son diplôme sans dette.
Les frais de mariage étaient tout aussi révélateurs. Ils avaient contribué 25 000 $ au mariage de Jessica, tout en ne contribuant rien au mien. Maintenant, ils offraient 75 000 $ pour l'acompte de la maison de Jessica, tout en suggérant que je devrais être fière de mon indépendance et de ma capacité à gérer les choses moi-même. J'ai réalisé que mes parents m'avaient menti de façon systématique sur leur situation financière et leur volonté d'aider. Ils avaient utilisé ma responsabilité et ma capacité comme excuse pour me fournir moins de soutien, tout en présentant cela comme un trait de caractère positif. Ils m'avaient fait me sentir coupable de même demander de l'aide tout en fournissant simultanément à Jessica un soutien financier massif. Le schéma était clair. Chaque fois que j'accomplissais quelque chose par mes propres efforts, ils louaient mon indépendance. Chaque fois que Jessica avait des difficultés, ils fournissaient un sauvetage financier. J'avais subventionné le mode de vie de Jessica grâce aux ressources réorientées de mes parents et ils m'avaient fait du chantage psychologique pour me faire croire que c'était juste. Mais la vraie révélation est venue quand j'ai commencé à interroger d'autres membres de la famille sur cette situation. J'ai appelé ma tante Carole, la sœur de ma mère, avec qui j'avais toujours pu parler en toute franchise. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé et lui ai demandé si elle avait des éclairages sur la situation financière de mes parents. Carole est restée silencieuse longtemps, puis a dit quelque chose qui a brisé mes dernières illusions. Elle m'a dit que mes parents parlaient depuis des années de leur fierté face à mon indépendance et de leurs inquiétudes concernant la capacité de Jessica à fonctionner comme une adulte. Elle a dit qu'ils avaient explicitement mentionné qu'ils investissaient plus massivement dans l'avenir de Jessica parce qu'elle avait besoin de plus de soutien, alors que j'étais capable de construire mon propre succès. Mais voici ce qui m'a vraiment anéanti. Carole m'a dit que mes parents avaient présenté cela comme une stratégie parentale réfléchie, pas comme du favoritisme financier. Ils s'étaient convaincus, ainsi que tout le monde, que donner plus d'argent à Jessica était en fait la chose équitable à faire parce que j'étais plus capable de gagner ma vie par mes propres moyens. J'ai réalisé que mes parents avaient retourné mes forces contre moi. Chaque fois que je réussissais, malgré leur manque de soutien, ils y voyaient la preuve que je n'avais pas besoin de leur aide. Chaque fois que Jessica galérait, ils y voyaient la preuve qu'elle avait besoin de plus de ressources. Ils avaient créé un système où ma compétence était punie par la négligence et son incompétence était récompensée par le sauvetage. Ce week-end-là, j'ai décidé que je devais les confronter directement. Je suis allée chez eux avec des documents, mes relevés de prêts étudiants, mon budget de mariage, mes relevés de compte d'épargne et un calcul détaillé de ce qu'ils avaient dépensé pour Jessica par rapport à ce qu'ils avaient dépensé pour moi. Je les ai fait asseoir et j'ai étalé les chiffres. Au cours des 6 dernières années, ils avaient fourni à Jessica environ 285 000 $ d'aide, frais d'université, frais de subsistance pendant qu'elle vivait chez eux, coût du mariage et maintenant l'acompte pour la maison. Ils m'avaient fourni environ 12 000 $, un peu d'aide pour les manuels scolaires et un cadeau de fin d'études. Je leur ai dit que je n'étais pas en colère qu'ils aident Jessica, mais que j'étais anéantie par la tromperie. J'ai expliqué qu'ils m'avaient fait culpabiliser de demander de l'aide tout en fournissant simultanément un soutien massif à ma sœur. J'ai dit que s'ils avaient été honnêtes sur leurs priorités financières dès le début, j'aurais pu faire des choix différents concernant les études, la carrière et la planification de ma vie. La réponse de ma mère était exactement ce que j'avais appris à attendre. Elle a dit que j'étais trop sensible, que j'avais toujours été forte et capable, et que Jessica avait besoin de plus d'aide. Elle a dit qu'ils étaient fiers de ce que j'avais accompli par moi-même, et que Jessica avait besoin de plus de soutien pour atteindre son potentiel. Mon père a ajouté qu'il nous avait toujours traités équitablement, juste différemment selon nos besoins. Il a dit que me donner moins d'argent n'était pas du favoritisme, c'était reconnaître mes forces et les défis de Jessica. J'ai réalisé à ce moment-là qu'ils croyaient sincèrement à leur propre version des faits. Ils s'étaient convaincus que le favoritisme financier systématique était en réalité une parentalité réfléchie. Ils ne pouvaient pas voir comment leurs actions m'avaient affecté parce qu'ils avaient requalifié mes difficultés comme du renforcement de caractère et le soutien à Jessica comme une nécessité. Mais alors quelque chose s'est passé qui a changé toute la dynamique. Tyler, le fiancé de Jessica, avait du mal à trouver un travail stable et leur relation était sous tension. Cette même semaine où j'ai confronté mes parents, Jessica les a appelés en larmes en disant que Tyler l'avait quittée et qu'elle ne pouvait pas se permettre la maison qu'ils avaient prévu d'acheter. Mes parents sont immédiatement passés en mode sauvetage, mais voici ce qu'ils ne savaient pas. J'avais construit ma carrière de manière constante pendant que Jessica comptait sur leur soutien. J'avais été promue 2 fois au cours de l'année passée et je gagnais maintenant 78 000 $ par an.
Mark avait aussi été promu et gagnait 65 000 $. Nous étions devenus financièrement stables grâce à nos propres efforts. Pendant ce temps, Jessica avait travaillé à temps partiel dans une galerie d'art et comptait sur nos parents pour le loyer, les charges et les frais de subsistance. Sans les revenus de Tyler et sans l'achat de maison pour la motiver, elle faisait face à la réalité qu'elle ne pouvait pas subvenir à ses besoins de manière indépendante. L'ironie est devenue évidente quand mes parents ont demandé si je pouvais aider Jessica à traverser cette période difficile. Ils ont suggéré que, puisque je m'en sortais bien financièrement et que j'avais toujours été responsable avec l'argent, je pourrais peut-être fournir quelques conseils ou du soutien à ma sœur. Je les ai regardés et j'ai dit quelque chose que je n'avais jamais dit auparavant. Non. Je leur ai dit que j'avais passé 6 ans à construire ma stabilité financière sans leur aide et que je n'allais pas sauver Jessica des conséquences de leur complaisance. J'ai dit que s'ils voulaient continuer à la soutenir, c'était leur choix, mais qu'ils ne pouvaient pas s'attendre à ce que je subventionne leur favoritisme. Ma mère était choquée. Elle a dit que Jessica était de la famille, que nous étions censés nous entraider et que j'étais égoïste. Elle a dit que j'avais toujours été la responsable et que Jessica avait besoin de soutien pendant cette crise. J'ai réalisé qu'ils s'attendaient à ce que je fournisse le même soutien inconditionnel à Jessica qu'ils avaient toujours fourni, tout en continuant à ne recevoir aucun soutien moi-même. Ils voulaient que je sois le plan de secours pour leur stratégie parentale ratée. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision qui a tout changé. Je leur ai dit que j'avais besoin d'espace pour réfléchir à notre relation et que je ne serais pas disponible pour les dîners de famille, les fêtes ou la gestion de crise jusqu'à ce qu'ils soient prêts à reconnaître l'impact de leur traitement différentiel. Ma mère m'a accusée d'être dramatique et de punir la famille parce que j'étais jalouse de Jessica. Elle a dit que j'essayais de faire du mal à Jessica pendant une période vulnérable et que j'étais manipulatrice. Mais quelque chose d'intéressant s'est passé au cours des semaines suivantes. Sans moi disponible comme plan de secours responsable, mes parents ont dû faire face à la réalité de la dépendance de Jessica. Elle a déménagé à la maison, mais cette fois, elle avait 25 ans et n'avait jamais appris à budgéter, économiser ou gérer l'argent de manière indépendante. Plusieurs membres de la famille ont commencé à poser des questions. Ma tante Carole a appelé pour prendre de mes nouvelles et a mentionné que mes parents semblaient stressés par la situation de Jessica. Ma grand-mère, qui avait toujours été fière de mes accomplissements, a demandé pourquoi je ne venais plus aux événements familiaux. J'ai commencé à expliquer la situation aux membres de la famille qui me le demandaient, pas pour faire du mal à mes parents ou à Jessica, mais pour clarifier pourquoi je mettais des limites. La plupart d'entre eux ont été choqués par les détails financiers et la nature systématique du traitement différentiel. Mon cousin David, qui est comptable comme moi, a été particulièrement compréhensif. Il a dit que ce que mes parents avaient fait était de la violence financière par favoritisme et que leur récit sur ma force était une tactique de manipulation. Il a dit que les familles saines célèbrent les forces de leurs enfants en fournissant un soutien égal, pas en punissant la compétence par la négligence. 3 mois après avoir établi mes limites, mes parents m'ont contacté pour demander si nous pouvions parler. Ils ont dit qu'ils me manquaient et qu'ils voulaient arranger les choses. J'ai accepté de les rencontrer dans un endroit neutre, un café où je me sentais à l'aise d'avoir une conversation difficile. Ils ont commencé par dire qu'ils avaient réfléchi à notre dernière conversation et qu'ils réalisaient que je me sentais blessée par leurs approches différentes pour soutenir Jessica et moi. Ils ont dit qu'ils avaient toujours été fiers de mon indépendance et qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de me faire sentir moins valorisée. J'ai écouté, mais j'ai aussi remarqué ce qu'ils ne disaient pas. Ils ne reconnaissaient pas la nature systématique de leur favoritisme. Ils n'assumaient pas la responsabilité de la tromperie concernant leur situation financière. Ils ne reconnaissaient pas que l'indépendance n'est pas la même chose que l'abandon. Je leur ai dit que j'appréciais leur volonté d'en discuter, mais que j'avais besoin qu'ils comprennent l'impact de leurs actions, pas seulement leurs intentions. J'ai expliqué qu'être fière de mon indépendance n'excusait pas le fait de m'avoir fourni un soutien considérablement moindre que celui qu'avait reçu Jessica. Mon père a dit qu'ils avaient essayé de nous préparer toutes les deux à l'âge adulte de manière différente et qu'ils avaient pensé que me donner moins d'aide me rendrait plus forte. Il a dit qu'il s'était inquiété de la capacité de Jessica à fonctionner de manière indépendante et avait essayé de lui fournir un filet de sécurité. J'ai réalisé qu'ils ne comprenaient toujours pas le problème fondamental. Ils présentaient encore leur favoritisme comme un choix parental réfléchi plutôt que de reconnaître qu'ils avaient créé un système injuste qui avait fait du mal à Jessica et à moi.
Alors j'ai dit quelque chose que je me préparais à dire depuis des mois. Je leur ai dit que je les aimais, mais que je ne pouvais pas continuer à avoir une relation avec eux à moins qu'ils ne soient prêts à reconnaître le mal qu'ils avaient causé et à démontrer un changement authentique dans leur comportement. J'ai expliqué que cela signifiait reconnaître qu'ils avaient fourni à Jessica environ 285 000 $ de soutien tout en me fournissant environ 12 000 $ et que cette disparité n'était pas justifiée par nos personnalités ou capacités différentes. J'ai dit que cela signifiait reconnaître que leur récit sur ma force avait été utilisé pour justifier la négligence et que louer mon indépendance tout en fournissant à Jessica un sauvetage constant n'était pas un choix parental équitable, c'était de la manipulation. Plus important encore, je leur ai dit que toute relation future exigerait qu'ils me traitent comme une fille à part entière, pas comme le plan de secours de leurs échecs parentaux. Ma mère s'est mise à pleurer et a dit qu'elle n'avait jamais réalisé à quel point j'avais souffert. Elle a dit qu'ils avaient été si concentrés sur l'aide à Jessica qu'ils avaient pris ma force pour acquise. Elle a dit qu'ils avaient supposé que je savais à quel point ils étaient fiers de moi et que je n'avais pas besoin du même type de soutien. Mon père était plus sur la défensive, mais a finalement admis qu'ils avaient fourni plus de soutien financier à Jessica qu'ils ne m'en avaient fourni. Il a dit qu'ils avaient essayé d'aider là où l'aide était le plus nécessaire, mais qu'ils pouvaient voir comment cela avait semblé injuste. Cette conversation a marqué le début d'un processus très lent de reconstruction de notre relation. J'ai clairement fait savoir que j'avais besoin de voir des changements constants dans leur comportement, pas seulement une reconnaissance du problème. Au cours des mois suivants, plusieurs événements se sont produits qui ont démontré s'ils étaient vraiment sérieux concernant le changement. Ils ont arrêté de me demander d'aider avec les crises de Jessica. Ils ont cessé de faire l'éloge de mon indépendance comme moyen de détourner l'attention de leur manque de soutien. Ils ont commencé à s'enquérir de ma vie, mes objectifs et mes défis sans immédiatement rediriger vers les besoins de Jessica. Plus important encore, ils ont proposé de nous aider Marc et moi avec un acompte pour notre maison. J'étais partagée quant à accepter cela, mais ma thérapeute, Dr Rodriguez, m'a aidé à comprendre qu'accepter du soutien n'était pas la même chose qu'accepter leur comportement passé. Elle a expliqué que les familles saines offrent du soutien basé sur l'amour et la capacité, non sur la manipulation et le favoritisme. Elle a dit que je pouvais accepter leur aide tout en maintenant des limites concernant le respect et l'égalité. J'ai dit à mes parents que j'appréciais leur offre, mais que j'avais besoin de voir des changements durables dans leur comportement avant de pouvoir accepter un soutien financier. J'ai dit que je voulais reconstruire notre relation basée sur le respect mutuel, non sur leur culpabilité ou mon besoin d'être secouru. La situation de Jessica, entre-temps, était devenue une expérience d'apprentissage pour toute notre famille. Sans sauvetage financier constant, elle avait été forcée de développer des compétences qu'elle n'avait jamais apprises, établir un budget, planifier une carrière et l'indépendance émotionnelle. Elle a finalement trouvé un emploi à temps plein dans une agence de marketing et a commencé à construire sa propre stabilité. Fait intéressant, alors que Jessica devenait plus indépendante, notre relation a commencé à s'améliorer. Elle a commencé à reconnaître que le traitement différentiel de nos parents avait été nuisible pour nous deux. Cela m'avait fait me sentir sous-évaluée et l'avait empêchée de développer confiance en ses propres capacités. Elle s'est excusée de ne pas avoir reconnu le favoritisme plus tôt et a dit qu'elle avait été mal à l'aise avec le niveau de soutien qu'elle recevait, mais qu'elle n'avait pas su comment l'aborder. Elle a dit qu'elle avait toujours eu l'impression qu'elle décevait nos parents en ayant besoin d'aide, tandis que je semblais gérer tout sans effort. J'ai réalisé que le favoritisme de nos parents nous avait toutes les deux abîmés de différentes manières. Jessica avait été infantilisée et empêchée de développer son indépendance, tandis que j'avais été abandonnée et forcée de développer une hyper-indépendance. Nous avions toutes les deux été blessées par leur incapacité à fournir un soutien constant et égal. Le processus de reconstruction de ces relations a été lent et nécessite une attention constante. J'ai appris que la guérison familiale ne consiste pas à revenir aux choses telles qu'elles étaient. Il s'agit de créer de nouveaux schémas basés sur le respect et l'honnêteté. J'ai aussi appris que fixer des limites n'est ni cruel ni manipulateur. C'est essentiel pour des relations saines. Mes parents devaient comprendre que leur comportement avait des conséquences et Jessica devait développer une indépendance que leur sauvetage constant avait empêchée. Aujourd'hui, 2 ans après cette confrontation initiale, la dynamique de notre famille est complètement différente. Mes parents ont encore du mal avec leur tendance à traiter Jessica et moi différemment, mais ils reconnaissent maintenant quand ils le font et font des efforts pour corriger.
Jessica est fiancée à quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui apprécie sa force et son indépendance plutôt que son besoin d'être sauvée. Elle projette d'acheter sa propre maison avec son propre apport et elle est fière de son indépendance financière. J'ai accepté l'offre de mes parents d'aider avec l'apport pour notre maison, mais seulement après qu'ils aient démontré des changements cohérents dans leur comportement pendant plus d'1 an. Marc et moi avons acheté une maison que nous adorons et mes parents ont contribué le même montant qu'ils avaient offert à Jessica, 75 000 $. Plus important encore, j'ai appris que l'amour familial ne consiste pas à accepter les mauvais traitements au nom de la loyauté. Il s'agit de créer des relations basées sur le respect mutuel, l'honnêteté et une considération égale. Le processus de thérapie a été essentiel à cette guérison. Le Dr Rodriguez m'a aidé à comprendre que le favoritisme de mes parents était une forme de violence psychologique, même si ce n'était pas intentionnel. Elle m'a aidé à reconnaître que mon hyper-indépendance était une réponse traumatique à leur négligence et qu'accepter du soutien ne me rend pas faible. Elle m'a aussi aidé à comprendre que le comportement de mes parents était probablement enraciné dans leurs propres expériences d'enfance et leurs croyances mal dirigées sur la parentalité. Cela n'excuse pas leurs actions, mais cela m'aide à comprendre pourquoi ils trouvaient si difficile de reconnaître le mal qu'ils causaient. Pour quiconque a vécu le favoritisme familial, je veux que vous sachiez que vos sentiments sont valides. Il ne s'agit pas d'être jaloux ou compétitif. Il s'agit de reconnaître que l'amour devrait s'exprimer à travers une considération et un soutien égaux, pas à travers un avantage systématique pour un enfant par rapport à un autre. Je veux que vous sachiez que vous n'avez pas à accepter les mauvais traitements au nom de la loyauté familiale. Vous pouvez aimer votre famille tout en exigeant qu'elle vous traite avec respect et équité. Je veux que vous sachiez que vos accomplissements ont de la valeur, que votre famille les reconnaisse ou non. Votre force n'est pas quelque chose qui devrait servir à justifier de la négligence, c'est quelque chose qui devrait être célébré et soutenu. Et je veux que vous sachiez que la guérison est possible, mais elle nécessite de l'honnêteté, des limites et un engagement de la part de tous les participants. Certains membres de la famille relèveront le défi et grandiront, d'autres résisteront et révéleront leurs vraies priorités. La chose la plus importante que j'ai apprise, c'est que ma valeur n'est pas déterminée par la façon dont ma famille me traite. J'ai de la valeur parce que j'existe, parce que je travaille dur, parce que je contribue au monde et parce que je mérite le respect et l'amour. Si vous luttez avec du favoritisme familial ou des mauvais traitements, veuillez considérer obtenir un soutien professionnel. Un thérapeute peut vous aider à reconnaître les schémas malsains, établir des limites appropriées et guérir de l'impact émotionnel de la négligence ou des abus systématiques. Si vous êtes prêt à partager votre histoire, j'aimerais vous entendre dans les commentaires. Avez-vous vécu du favoritisme familial? Comment l'avez-vous géré? Quelles limites avez-vous établies? Vos expériences pourraient aider quelqu'un d'autre qui lutte avec des problèmes similaires. Rappelez-vous que la guérison est un processus, pas une destination. Certains jours seront plus difficiles que d'autres. Certains membres de la famille vous surprendront avec leur capacité de croissance. D'autres vous décevront avec leur résistance au changement. Mais chaque pas que vous faites vers honorer votre propre valeur et exiger un traitement respectueux est une victoire. Chaque limite que vous établissez est un acte d'amour-propre. Chaque fois que vous refusez d'accepter des mauvais traitements au nom de la loyauté familiale, vous brisez un cycle qui aurait pu continuer pendant des générations. Vous méritez l'amour, le respect et une considération égale. Vous méritez des relations familiales qui célèbrent vos forces au lieu de les exploiter. Vous méritez un soutien qui n'est pas conditionnel à votre volonté d'accepter moins que ce que vous valez. Si cette histoire a résonné avec vous, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Je partagerai plus d'histoires sur la guérison familiale, l'établissement de limites et la croissance personnelle. Votre soutien m'aide à continuer à créer du contenu qui valide des expériences qui sont souvent rejetées ou minimisées. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci de croire que l'amour familial devrait s'exprimer à travers l'équité et le respect, pas à travers le favoritisme et la manipulation. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas trop sensible. Vous ne demandez pas trop. Vous n'êtes pas responsable de gérer les émotions des autres ou de permettre leur dysfonctionnement. Tu mérites d'être aimé, respecté et traité d'égal à égal. Ne laisse jamais personne te convaincre du contraire.